Merci Philippe d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie Sandy, ça fait plaisir. Tu m'as payé assez cher comme ça. Donc bon, écoute, donc voilà, l'idée c'était donc de parler en tout bien tout honneur, on va dire, mais surtout convivialement de Civil War. Donc d'un côté, on a donc Philippe Gage qui va se présenter mieux que moi, qui a donc beaucoup aimé le film ou adoré, je sais pas, c'est toi qui en parleras mieux que moi. Et moi de mon côté, beaucoup de réserves. Donc voilà. Étonnant, je suis très étonné. T'es l'un des rares, hein, franchement. Et c'est ça le problème. C'est un peu le truc, c'est que moi justement, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai des réserves, alors que j'ai l'impression que la critique, alors que pourtant l'instant le grand public ne l'a pas vu, semble être assez unanime. Moi j'ai une explication hein, au fait que tu l'aies pas tellement apprécié, c'est que tu as des goûts de merde. Voilà, en fait, c'est ça, j'en étais sûr. Mais c'est tout. On peut terminer l'émission, merci. Et je suis persuadé que les gens qui me lisent sont d'accord avec toi. Voilà. Tapez 1 pour Philippe Gage, tapez 2 et envoyez des sauts de merde à Sandy Gilet. Voilà. Bon voilà, Philippe, présente-toi 2 secondes. Alors dis-moi, le point pop, rédacteur en chef, vas-y, dis-moi. Alors, oui, journaliste cinéma à la rédaction du Point et sorte de rédacteur en chef du site Le Point Pop. Voilà. Faut savoir que Philippe est très humble et voire trop humble. Donc voilà, c'est lui qui tient d'une main de maître cette rédaction. C'est vous qui l'avez dit, rédaction de une personne. Voilà. Allons-y. Bon, allons-y. Bon, alors. Donc, Civil War. Donc, écoute, ce qui m'a donné envie d'en parler un peu avec toi, c'est donc le post que tu as mis sur Facebook, où tu es assez dithyrambique. Après avoir vu le film, bien sûr, en tant qu'affaire. Et donc, je te laisse lire et éventuellement commencer à un peu, non pas argumenter, mais peut-être juste un petit peu développer par rapport à ta quote. Et puis moi, j'essaierai de voir comment je peux contrecarrer ça. Bah, tu m'as trop fait peur. T'es en train de m'assoupir. Oui, donc oui, j'ai vu le film un peu tardivement à sa dernière projection de presse avant sa sortie ce mercredi 17 avril. Ouais, et voilà, et sur mon Facebook, j'ai tapé quelques lignes en disant que c'était pour moi en effet un film conforme à la tuerie dont on m'avait parlé, dont d'autres confrères m'avaient parlé. J'en ai fait quelques petites micro-frustrations que je développerai éventuellement au niveau du scénario. Mais globalement, je trouve que c'est un électrochoc à 10 000 volts, hein, je m'autocite, d'une violence frontale stupéfiante. Qu'est-ce que j'écris bien, putain. Et qui m'a autant fait penser au Fils de l'Homme qu'à Salvador d'Oliver Stone. Le Fils de l'Homme, c'est un sacré film. Pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre, donc j'ai un peu du mal. Mais notre confrère de Mad Movies, je crois que c'est Cédric Delolé, qui a interviewé Alex Garland dans Mad Movies. Ouais. Au sujet ça se dit Garland? C'est pas Garland? Mais qu'est-ce qu'on s'en cogne? Non, chez moi, je demande, parce que Garland. Voilà, okay. Non, Cédric Delolé, je crois, commence son interview en lui disant que le film lui a fait énormément penser au Fils de l'Homme. Donc, je suis pas le seul. Je trouve que la mise en scène est criblée de plans foudroyants. Le casting est magnifique. Et puis donc il y a une résonance évidente avec l'actuel climat américain, surtout en cette année d'élection présidentielle. Donc c'est un film qui va certainement terminer moi dans dans mon top 10 de l'année. Avec Dune 2, c'est ce que tu disais. Avec Dune 2, tout à fait. Et Alex Garland pour moi s'étoffe de plus en plus dans sa mise en scène, dans ses ambitions visuelles. Et clairement, il a signé son meilleur film des 4 films qu'il a jusqu'ici mis en scène. Après Ex Machina, Annihilation et Men. Pour moi, clairement, celui-là est son meilleur film. Voilà, c'est ce que j'ai dit sur Facebook. Ouais, voilà, c'est ça qui m'a fait réagir, justement. C'est normal, c'est brillant. Pourquoi tu ris? Entre autres choses, c'est brillant. Voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa d'en discuter, parce que, bon, on se connaît un petit peu, on a quand même à peu près les mêmes goûts de chiottes tous les deux, voilà. Et donc là, je me suis dit, bon, pas lui quand même. Non, je déconne. Mais t'as dû te sentir bien seul, quoi. Je suis bien seul, je le reconnais. Et donc l'idée. Quel est ton point de vue? Non, mais l'idée justement un peu pour cette rencontre, c'est essayer de voir où est-ce que je me suis planté. Si je me suis planté. Mais tu t'es pas planté. Non, mais j'en sais rien. Ton regard sur le film et ton ressenti. Moi, écoute. Alex Garland, je trouve que c'est un cinéaste brillant en effet dans la forme. Il y a pas à chier. Ex Machina, Annihilation, bon un peu moins parce que j'avais aimé beaucoup le bouquin, puis quand tu vois ce qu'il en a fait, bon voilà. Mais Men que j'ai donc, je le dis humblement, rattrapé hier soir justement pour notre petite rencontre, moi j'ai trouvé ça
très brillant. Il manque toujours pour moi un peu une âme, enfin un peu de chair dans son cinéma. Donc, mais malgré tout, je trouve que ce que ça dénonce, dont ça parle même, je trouve ça assez brillant dans sa démonstration. Et puis la fin, elle est quand même profondément malaisante et profondément. La fin de Men. Ouais. Je la trouve complètement nawak, mais. Ouais, mais moi j'étais dedans. Hein, j'avoue. Visuellement, c'est sidérant, mais à part ça. Mais ça raconte un truc, tu vois. Ça raconte en effet, éventuellement, comment dire, c'est peut-être la symbolique de tous les hommes qu'elle a rencontrés, en fait, tu vois, et qui pour elle, on est dans la mouvance actuelle, justement, de tous ces hommes qui l'ont peut-être agressé ou qui ont agressé sa vie ou qui ont agressé, je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est ce que ça montre, on va dire, tu vois. Et je trouve ça assez couillu, moi. En tout cas, moi, j'ai adhéré, en tout cas, à ce qu'il a montré. Donc, du coup, pour en revenir à Civil War, puisque c'est un peu la conversation, je trouve que ça reste toujours aussi froid. Je trouve que ça manque d'un point de vue. Le point de vue qui est, pour moi, le point de vue du film, c'est donc ces reporters de guerre. On est d'accord. Interprétés, entre autres, par Kirsten Dunst. On est d'accord. Jusque-là, je me trompe pas. Tu appelles Christine, toi? Kirsten, comment c'est? Kirsten, voilà. Moi, je dis Christine, moi. À la française. Donc, voilà. Bon, bref. Il y a Jacqueline Dunst et Jean-Michel Moura. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le fait est que, qu'est-ce que le film, entre guillemets, si le film veut dénoncer quelque chose. Pour moi, il va montrer la volonté de ces reporters de guerre à vouloir faire des images, ou à vouloir montrer un point de vue, ou à faire une interview, en l'occurrence, parce que, en l'occurrence, ce qu'ils veulent, c'est aller faire une dernière interview du président en place. On est d'accord. Oui. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça raconte, quoi? Je veux dire, on le sait que les reporters de guerre, par définition, s'ils sont sur les théâtres de guerre, c'est pour ramener des images, quoi, tu vois. Est-ce qu'ils le font pour les bonnes raisons? Ça, j'en sais rien, quoi. Tu vois, est-ce qu'ils les font pour leur propre ego ou pour le métier qu'ils font, qu'ils représentent? Pour moi, le film me montre plutôt que ce que je sais déjà, c'est que on va dire la corporation du journalisme de guerre, c'est une corporation qui est pas plus brillante ou qui est pas mieux que la corporation des journalistes qui restent derrière leur bureau, et voilà. Donc pour moi déjà ça, bof. Et après, quelle est cette volonté de vouloir aller interviewer ce président? Et quelle est cette volonté de vouloir suivre, on va dire, les militaires? Enfin, tu vois, je veux dire, ok, pourquoi? Il les précède, il les devance, il les suit, on sait pas trop, puis du coup, il se retrouve sur le théâtre d'opération à la fin, dans un feu d'artifice, on va dire, brillamment mis en scène, on peut pas dire quoi. Mais moi, je trouve que ça manque d'âme, ça manque de point de vue, ça manque enfin, je sais pas, moi, je me suis retrouvé comme le personnage joué par Kirsten Dunst. C'était dyslexique ou quoi? Oui, sûrement avec elle, ouais. Le fait est que à un moment, plusieurs fois dans le film, tu la sens absente. C'est son personnage qui joue ça. Tu vois, même au moment sur la fin, moi j'étais absent comme elle, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment, je regardais ça sans me retrouver impliqué. Tu vois, donc voilà. Et ce road movie, entre guillemets, moi je le trouve pas inutile, mais je le trouve un peu vain, quoi. Tu vois, je veux dire, et la finalité, moi, elle m'apporte rien de truc. D'autant, et je termine après là-dessus, et ça, je présume bien entendu que c'est assumé comme tel, mais moi ça me pose un problème quand même, c'est que où sont les bons, où sont les méchants? En règle générale, j'en ai rien à foutre parce que j'aime pas les films manichéens. Mais là, en l'occurrence, on est quand même dans une zone grise où ceux qui se sont rebellés là, les forces de Californie et du Texas là, qui vont remonter jusqu'au et c'est qui à la Maison Blanche? Est-ce que c'est un assimilé à Donald Trump? Est-ce que c'est lui qui a foutu le bordel dans le pays et donc du coup la rébellion elle a eu lieu? Enfin moi, tu vois, les enjeux, je les ai pas. Alors moi, je veux bien que ça soit assumé comme tel, parce que il le dit d'ailleurs dans le dossier de presse, il dit c'est une guerre civile, on sait pas d'où ça part, on sait pas d'où ça vient, c'est le bordel. Voilà. Donc il dit les enjeux, elles sont pas aussi claires que dans n'importe quel film de guerre qu'on veut vous montrer à la télé ou au cinéma. Soit. Mais là, en l'occurrence, on est quand même dans un truc où en fait la seule séquence, on en reparlera, qui m'a plu, et là les enjeux ils sont là. Tu sais, c'est comme à un moment t'as les snipers qui se font tirer dessus et lui dit vous tirez contre qui? On nous tire dessus, je tire dessus. Mais c'est génial cette scène. Oui, mais bon, au bout d'un moment, elle est démente cette scène. On est d'accord, ok. Moi j'aimerais comprendre pourquoi. Juste sur cette scène-là en question. Alors juste, on a déjà prévenu les gens qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Que nous allons spoiler à mort le film. Et puis je le mettrai en gros dans l'article début avant qu'ils écoutent. On est d'accord. Avec un signal sonore très chiant, quoi.
Voilà, ça gros spoil. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est pour ça d'ailleurs que je vais remettre le truc le vendredi ou le samedi, comme ça il y a déjà quelques jours le film sera sorti. La scène en question dont tu parles, donc le film est un road movie en fait, globalement. C'est l'itinéraire par la route de 4 reporters de guerre. Ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est que chacun des 4 représente une génération différente. Il y a le vieux routier, le vieux routard, joué par cet acteur qu'on a vu dans Dune, Stephen McKinley Henderson. J'ai la fiche Wikipédia sous les yeux. Et moi, comme je suis dyslexique, je ne saurais pas le dire. Voilà, incroyable acteur, hein, qui est le plus âgé de tous, qui est le doyen. Il y a Kirsten Dunst qui joue le rôle de cette... Eva Christine qui joue le rôle de Lee Smith, qui est cette... photographe de guerre qui est dans sa petite, qui a 45-50, quoi, donc femme chevronnée. Il y a son partenaire, enfin son collègue photographe, pardon, il n'est pas photographe, lui, le personnage qui est joué par Wagner Moura. C'est lui qui fait les images, non, lui, il écrit, en fait. Hein. C'est ça que j'ai compris. Elle prend les photos, ils sont en binôme. Mais c'est vrai qu'il n'a pas de caméra, j'ai des conneries. Voilà. Et lui, il écrit. Je crois qu'eux, ils bossent. À un moment, ils mentionnent dans le film qu'ils bossent pour l'agence AP, Associated Press. Et ils prennent in extremis dans leur périple une jeune photographe apprentie, qui est donc la Benjamine du groupe. Et donc, toutes les tranches d'âge sont représentés dans ce groupe. Et donc ce groupe part de New York au début du film, où c'est l'anarchie totale, donc on ne sait pas en effet... C'est de New York qu'ils partent? Ils partent pas de plus au sud? Non, ils partent de New York. De New York, d'accord, ok. Et New York, Washington, c'est pas loin dans l'absolu. C'est 1000 bornes quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En bagnole, c'est une trotte. Je dis ça parce que j'ai souvent été aux States. Et donc, il y a une scène, un moment, en effet, où pendant leur périple, ils s'arrêtent parce qu'il y a un échange de tirs entre 2 gars qui sont à terre et une espèce de sniper qui est dans un bâtiment beaucoup plus loin. Et Wagner Moura, le journaliste, leur demande à ceux qui sont à terre s'ils savent contre qui ils tirent, et eux disent non, on ne sait pas, on nous tire dessus, donc on tire en retour. Et toi, tu trouves cette scène n'a pas de sens? Moi, je trouve qu'au contraire, elle est bourrée de sens. Je dis pas qu'elle n'a pas de sens. Elle dit tout c'est vrai, du film. Elle dit tout de la folie collective qui s'est emparée de l'Amérique à ce moment-là, qui devient juste un asile à ciel ouvert, où tout ce qui mijotait, bouillonnait depuis des années explose et tout se mélange, quoi. Et cette espèce de fascination pour les armes, de règne des armes sans contrôle, d'explosion des haines multiples, et tu sais même plus qui déteste qui pour quelle raison. C'est en effet ce qu'il dit dans le dossier de presse, c'est sa note d'intention. J'ai même pas lu le dossier de presse, tu vois. Donc gloire à moi-même. Voilà, tu es pile dans ce qu'il dit en fait. Donc voilà. Donc voilà le sens de cette scène. Ensuite, pour revenir sur ce que tu dis. Et moi, je comprends très bien ton point de vue, le reproche que tu adresses à Civil War sur le fait que ça manque de point de vue, qu'on ne comprend pas très bien. Alors tu mentionnes 2 choses. Il y a le film enfonce un peu des portes ouvertes sur les journalistes, et tu dis on ne comprend pas très bien où sont les bons, les méchants, il n'y a pas de point de vue. Même si je comprends tout à fait qu'en disant ce truc-là, je prête le flanc à, on va dire, à la critique des gens qui ont besoin de films où on est toujours en train de critiquer les films qui sont pas subtils, justement, qui justement sont plutôt dans le manichéisme. Je le reconnais. Peut-être que dans ce contexte-là, toi, tu as besoin quand même, en effet, j'ai besoin de savoir ce qu'ils dénoncent, en fait. Alors, je ne sais pas ce qu'il dénonce. Alors, pour moi, il y a 2 choses très importantes dans ce film. Pour moi, c'est un vrai hommage au journalisme, au reportage de guerre, au reportage de guerre, comme pouvaient l'être des films comme Under Fire ou Salvador dans les années 80, ou certains autres qui datent d'avant que j'ai oublié, ou La Déchirure, par exemple. Bien sûr, moi, j'ai beaucoup pensé à Salvador en particulier. D'accord. Ainsi qu'au Fils de l'homme, pour la façon dont la déliquescence et l'apocalypse d'une société est mise en scène. Et donc, pour moi, c'est un véritable hommage au métier de journaliste. Il y a plein de choses dans le film. C'est un fils de caricaturiste de presse, Alex Garland, et je trouve qu'on le sent vachement dans son propos. Il a coécrit le scénario, si je ne m'abuse. Il a écrit tout seul, d'ailleurs, le scénario. C'est ça. Et je trouve qu'il y a plein d'éléments dans le film, des éléments de dialogue, des éléments de mise en scène qui te font comprendre que c'est vraiment un film hommage
à l'importance primordiale des journalistes. Le personnage de Kirsten Dunst, qui pour moi est un personnage magnifique, qui est cette reporter de guerre qui est morte un peu à l'intérieur, parce que ça a été sa façon de se blinder après tous ces conflits. Qu'elle a vu et tout ce qu'elle a enduré, quoi. Voilà, toutes ces horreurs qu'elle a endurées. Ce personnage, il est magnifique. Pour moi, c'est l'un des plus grands rôles de Kirsten Dunst. D'accord. Et il y a cette remarque, cette réflexion qu'elle dit dans cette sous-intrigue de transmission qu'il y a entre elle et le personnage de la jeune photographe. Qu'elle ne veut pas embrasser au début. Elle ne veut pas être ce mentor. Oui, elle veut pas être ce mentor. Voilà. Elle veut pas quand la petite, donc ce jeune personnage qui est joué par l'actrice Kaylee Spaeny, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, donc c'est pas moi qui vais t'aider. Cette jeune photographe qui elle vient du Missouri. Elle veut absolument les accompagner dans leur périple vers Washington. Apparemment, le personnage joué par Kirsten Dunst est son modèle. C'est son modèle, absolument, c'est son héroïne, voilà. Tout à fait. Et Kirsten Dunst, elle veut pas de tout ça, elle en est revenue, mais elle va, à contre-cœur, finir par accepter ce rôle de presque de mère putative. Jusqu'au bout, quoi, en fait. Voilà, jusqu'au bout. Et elle va transmettre à travers le film des valeurs et un savoir-faire et une façon d'exercer le métier absolument cruciale à cette jeune fille. Tu trouves pas que le métier est... Mais en même temps, c'est pas une critique, ce que je dis ça. Mais tu trouves pas que la façon dont il montre le métier est quand même... C'est une façon très putassière de le montrer. Mais pas du tout. Pourquoi putassière? Parce que je trouve que en fait, ils sont toujours là, ils veulent être les premiers à faire l'image et tout ça et tout. Enfin, tu vois, il y a une course à l'échalote, en fait. Mais c'est la réalité de ce métier. Je suis d'accord. Et Oliver Stone montrait la même chose avec un des personnages de... Oui, mais c'est pas leur rendre hommage. Mais si, justement. D'accord, Rendre hommage, ça veut pas dire on est d'accord. Sucer la... On est d'accord. Voilà, quoi, ça veut pas dire dresser une hagiographie, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr, il montre ces journalistes dans leurs contradictions, dans leurs défauts et leurs qualités. Mais eux, en fait, on sait même pas trop quand ils embrassent, quoi, quelque part. Ils s'en foutent. Ils sont juste là pour montrer ce qui se passe, quoi, tout simplement. Oui, mais encore une fois, c'est pas une critique ce que je dis là. D'accord. Je fais juste un commentaire de ce que j'ai vu du film, quoi. Non, mais ce que j'ai aimé, c'est que le film montre aussi l'ambiguïté de ces journalistes qui sont autant là parce que ils sont conscients que c'est important de couvrir ce qui est en train de se passer, ces événements cataclysmiques et historiques. Et en même temps, ils jouissent tu vois bien, il y a des plans qui ne trompent pas sur le visage du personnage joué par Wagner Moura, comment il exulte quand il est là sur un moment sur les terrains où ça tire dans tous les sens. Il adore ça, cette adrénaline, il est accro à ça. T'as des plans sur son visage à un moment où il regarde avec un air entendu la jeune photographe en lui disant quand ils sont un moment dans une partie de la ville, d'une des villes qu'ils traversent où tout le monde se tire dessus, il est là, ouais, putain, c'est super. Il y a ce côté, en effet, en même temps, ces journalistes-là jouissent de ces moments où tout part en couille et ils ont envie d'être là. Donc il y a cette forme de toxicomanie aux sensations fortes que Oliver Stone montrait déjà également à travers, je crois, le personnage que jouait John Savage dans Salvador, ce photographe qui avait besoin d'être toujours au plus près du danger. Voilà, c'est cette excitation face au danger. Cette volonté d'adrénaline peut-être permanente, toi. Qui est quand même un truc très égoïste, qui est presque sexuel d'ailleurs. Et donc, je trouve que le fait de montrer ça, qui est pour moi aussi une part un peu sombre de ce métier de photoreporter, n'empêche pas, malgré tout, je pense, le film d'être un magnifique hommage à ce métier. Donc pour toi, c'est en effet une très belle représentation du métier. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et le deuxième truc, pour moi, le deuxième sujet très important du film, évidemment, c'est une sorte d'instantané sur la pente descendante vertigineuse sur laquelle l'Amérique se trouve en ce moment. Le film est juste une exagération de ce qui est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui. Une exagération, c'est un bien grand mot, parce que qui sait? Oui, bien sûr. Voilà. Alors on n'en est pas espérer, on va pas espérer ça. On n'en est pas encore à la situation de voilà. Mais encore une fois, pour avoir lu encore une fois le dossier de presse, c'est ce que lui il dit. C'est ce que je mets là, c'est à peine exagéré. Mais quand tu discutes avec les Américains,
ils sont persuadés que c'est vraiment ce qui les attend. Enfin, en tout cas, les gens, en tout cas, du camp démocrate, entre guillemets. Alors après, je sais pas, j'ai pas trop parlé à des républicains acharnés. Mais voilà. Mais dans le camp démocrate, il y a une ou deux personnes avec lesquelles j'ai discuté, moi, qui me disent qu'elles sont persuadées que c'est vraiment ce qui est en train d'attendre l'Amérique dans les mois qui viennent. Et évidemment... Si Trump arrive au pouvoir. Voilà, on va voir, mais même pas forcément si Trump arrive au pouvoir. Alors, si Trump arrive au pouvoir, en effet, je pense que les choses vont vraiment dégénérer. Maintenant, après, personne ne lit dans le malheur de café. Si ça se trouve, il va rien se passer. On est dans un état de crise très aigu, mais qui peut-être, mais c'est ce que j'espère, va se résoudre d'elle-même. Mais c'est évident que depuis environ maintenant presque 10 ans, depuis l'arrivée... Depuis la fin de Barack Obama. Voilà, depuis la fin de Barack Obama. Ça avait commencé même un peu avant, mais globalement, depuis le premier mandat de Donald Trump, toutes ces haines réciproques, stimulées en plus, même si c'est pas la raison principale, mais aiguillonnées par les réseaux sociaux, qui a rendu tout le monde dingue, dingue, que ce soit là-bas ou chez nous même. Bien sûr. Et on est vraiment sur un déclin du vivre ensemble aux États-Unis qui est manifeste et qui est en train d'éclater, quoi. Et donc par rapport à ça, alors moi, le film parle de ça. Ouais. Voilà. Mais moi, il y a deux choses. Alors moi, j'ai absolument pas vu l'écho par rapport à la mise en scène par exemple, des Fils de l'homme, parce que moi, je trouve que la fin, c'est une mise en scène très opératique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je la trouve très chorégraphiée. Enfin, je la vois, quoi. La mise en scène, je la vois. Alors que dans les Fils de l'homme, quand t'as la bombe qui explose, par exemple, tu sais, en plan séquence, tout à fait au début, dans la poubelle, t'as tout ça et tout, ça te prend à la gorge, quoi. Tu vois, je veux dire, et puis, ne serait-ce qu'aussi le plan séquence dans la bagnole avec l'attaque, tu sais, je suis d'accord, mais excuse-moi, au début de Civil War, t'as une explosion où Kirsten Dunst met à l'abri in extremis la jeune photographe derrière une bagnole. Elle court vers la bagnole et qu'il y a la bombe qui explose. Voilà, enfin, c'était dans le même effet. Avec le drapeau. Ouais. Moi, ça m'a pas fait. Ça. Et puis toute la fin, tout le dernier acte des Fils de l'homme qui se déroule donc dans cette espèce de quartier complètement dévasté, qui est le dernier acte où... Mais c'est parce qu'il y a le côté plan séquence qui me prend là. Mais là, on n'y est pas vraiment. Tu la vois, la mise en scène. Tu vois bien que t'es dans un plan séquence non-stop. Ouais, mais en fait... Moi, ça me dérange pas non plus. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, les Fils de l'homme. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que auparavant, j'ai tellement été pris par l'histoire que t'en oublies la mise en scène. Moi, il a fallu que je revoie une deuxième fois, voire une troisième fois, pour faire attention à la mise en scène. Et tu n'es pas autant pris par la mise en... Enfin, tu n'es pas autant pris par l'histoire dans Civil War. Le problème, c'est que c'est ça. Moi, j'ai un credo à la con, ou j'en sais rien. Mais moi, un film, c'est d'abord l'histoire, ensuite l'histoire et enfin l'histoire. C'est ce que disait Gabin, et tu sais, un truc à la con. Qui ça? C'est Gabin qui disait ça. C'est qui, Gabin? et donc, du coup, moi, quand je suis pas pris par l'histoire, après, du coup, déjà, je sors du film, et puis je regarde, je vois, et puis je vois et puis j'ai plus tendance, en effet, à voir ce qui me plaît pas. Et le seul moment où j'ai été happé, c'est la fameuse séquence dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et c'est la séquence avec l'acteur dont j'ai oublié le nom. Jesse Plemons. Qui est le mari à la ville de Kirsten Dunst. Tout à fait. Tu me l'apprends. Non, si, je le savais, mais je m'en souvenais plus. Enchaînons. Malaise. Non, mais donc, du coup, cette séquence, elle est identifiée, identifiable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on peut mettre les choses en place, entre guillemets. Tu vois, je veux dire, les mecs, ils ont un charnier, ils posent les questions, entre guillemets, c'est quoi, pourquoi, pour toi, c'est quoi être américain? Mais là, clairement, on est avec des suprémacistes complètement zinzin, d'ailleurs. Là, qui ont vrillé. Et le film, là, dit quelque chose pour moi. Met en exergue quelque chose et surtout dénonce quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et puis surtout est clivant à ce moment-là. Alors que tout le reste du film, je ne trouve pas clivant. Parce que je trouve que, pour moi, il polie trop dans les angles parce que il veut, ou alors il veut pas mettre les noms sur les choses. Et en effet, il dit, voilà, la guerre civile, c'est ça, c'est le bordel, on saura pas sur qui on tire, tout ça et tout. Ok, moi je veux bien. Mais moi, l'histoire m'a pas appris ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, peut-être que la guerre civile qui va arriver aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, j'en sais rien, en France, que sais-je, ça va être un tel bordel qu'on saura pas à quel sein se vouer et que le côté post-apo va être complètement un bordel ambiant. Ok, moi, je veux bien. Mais moi, pour l'instant, l'histoire m'a montré autre chose, m'a montré que la guerre civile aux États-Unis en 1860 et 1865, c'est le Sud contre le Nord. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même très, enfin, tu vois, les enjeux sont identifiés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, c'est ça, moi, qui m'a un peu gêné. Et moi, j'y vois, mais peut-être que je me trompe,
trompe, j'y vois une volonté de ne pas se mouiller plus que ça dans le fait d'identifier les ennemis et les amis. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Enfin, dans les enjeux que peut-être la démocratie américaine va endurer dans les prochains mois, les prochaines années. Alors moi, pour moi, c'est tout le contraire. Je trouve que le film, je trouve qu'Alex Garland est très courageux dans cette approche. D'accord. Parce que sur un plan médiatique, en tout cas, ça aurait été beaucoup plus confortable pour lui de dire bon ben voilà, il y a les gentils démocrates qui se font et les méchants sont les très très méchants républicains, les Trumpistes, donc pour toi, etc. En effet, c'est une prise. Et je veux dire, il aurait fait ça, tout le monde aurait été à l'aise, en tout cas aux États-Unis. Il y a quand même une conscience de gauche qui est très très importante. Oui, donc ce côté malaisant pour toi, au contraire, participe à la qualité du film en fait. Voilà. Oui, pour moi, c'est au contraire, c'est un parti pris beaucoup plus courageux de montrer que comment dire, la dérive psychologique collective, elle est, oui, voilà, elle est collective. C'est une sorte de maelstrom y a pas, dont il est difficile de sortir quelque chose de précis dans lequel tout le monde est embarqué. Ouais, ce qui ne l'empêche pas, parce qu'il renvoie pas complètement dos à dos, en gros, les deux parties, quoi. Tu vois bien que le personnage du président, qu'on voit très peu d'ailleurs, et moi je le regrette, j'ai quand même un ou deux reproches à faire au film, dont celui-là. En plus, j'adore Nick Offerman qui joue le rôle du président des États-Unis. Et tu vois bien, il y a un ou deux, il y a quelques informations qui sont distillées au compte-gouttes et qui te montrent bien que le mec, le mec, c'est quand même un peu comment dire, un dictateur en herbe. Un mec qui a un peu contourné les institutions à son avantage, quoi. Voilà, il en est à son 3e mandat. Il a supprimé quelques libertés. Je l'ai pas compris ça. On l'entend. On l'entend dans le film. Donc pour aller à son 3e mandat, c'est qu'il a détourné en effet la Constitution. Il a supprimé quelques libertés fondamentales. Il n'hésite pas à bombarder des populations civiles. Donc tu vois bien quand même qu'on est face à un type qui est un peu un illuminé. Son discours, à un moment face aux caméras au début du film, c'est quand même un discours très martial et très c'est pas apocalyptique, mais bon, j'ai pas le mot qui me revient, hélas, mais bon, c'est un discours qui fait un peu froid dans le dos, et tu vois bien quand même que donc le film pour toi est quand même, je dirais se terminer, c'est plutôt un ton optimiste à la fin quelque part, parce que finalement mais pas vraiment non plus. Pas vraiment non plus, puisque en effet la fin du film est très frustrante, parce que putain, le film, d'abord c'est vrai, et même moi je suis frustré en tant que spectateur, j'aurais aimé peut-être autre chose, mais là aussi c'est très couillu. Il te montre donc le personnage de Wagner Moura, il arrive à son but, il a réussi à retrouver le président en suivant les forces ennemies qui finissent par l'emporter. Donc cette coalition du Texas et de la Californie finit par l'emporter sur l'armée qui défendait donc les forces présidentielles. Il rentre dans la Maison Blanche, in extremis, il arrive à recueillir quelques derniers mots du président des États-Unis. Bon bah on balance la fin, quoi. Vas-y, balance. Et le président des États-Unis se fait buter sans autre forme de procès. Donc là aussi il y a un malaise. Tu te dis que en fait non, même le camp d'en face, qui est censé être un camp progressiste, qui se rebelle contre ce président qui a supprimé les procès, quoi. Tu vois. Voilà, tu te dis que même ce camp-là, en fait, ils sont aussi tarés et que ça se trouve eux-mêmes vont mettre en place une dictature de gauche. C'est ça. Donc moi je trouve ça hyper intéressant. Ça m'aurait gonflé justement d'être devant un prêt-à-penser où un mec nous aurait dit bon ben voilà, le film suit quand même, prend le parti du camp démocrate, des gentils gens de gauche, de toute cette sphère woke machin bidule, qui heureusement renverse un président de droite, d'ultra droite, et ça m'aurait dérangé moi en fait de voir ça. Là on est dans un truc beaucoup plus intelligent, où il y a quand même un parti pris antifasciste qui est très clair. Bien sûr. Et je pense qu'Alex Garland, si tu le tiens un peu très clairement, tu comprends qu'il est de gauche. Mais ce qui ne l'empêche pas de tirer la sonnette d'alarme sur aussi des risques de dérive fasciste dans l'autre camp aussi. Moi, je t'entends. Et pour moi, clairement, là, il y a un point de vue. Je t'entends. Donc voilà, ce que je reproche au film, c'est en effet peut-être de pas... Moi, je m'attendais à ce que le film quand même montre, même à minima, un peu plus comment les choses en sont arrivées là. Pourquoi
pourquoi pourquoi la guerre civile a éclaté. Il a pas voulu s'emmerder avec ça, parce que de pas donner une contextualisation, ça c'est un parti pris, en effet. Moi j'aurais aimé ça. Moi j'aime beaucoup voir les moments de pré-apocalypse et comment les moments. Moi aussi. C'est ce que moi je préfère dans les films post-apo, justement. Voilà. C'est comment ça a basculé. Exactement. Ouais, ça j'adore ça. Parce qu'on s'y retrouve nous-mêmes, tu vois. Bien sûr. Plutôt que de montrer l'après. L'après, parce que l'après, forcément, on est étranger à l'après. Exactement. Voilà. Mais par contre, la façon dont ça a basculé, ça peut nous donner même des leçons sur notre propre existence, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Exactement. Moi, c'est ce qui me fascine. Et moi, c'est le seul truc que je reproche au film, avec le fait de ne pas montrer assez Nick Offerman en président des États-Unis, parce que je trouve que le personnage est incroyable et que l'acteur est incroyable. Mais je suis pas d'accord avec toi. Il y a sur l'absence de point de vue. Pour moi, il y a un vrai point de vue à la fois sur l'hommage rendu à la presse et aux journalistes, et en particulier aux reporters de guerre, et un point de vue sur son pays, sur le pays d'Alex Garland, et sur la très très mauvaise passe dans laquelle se trouve actuellement l'Amérique. Et le film dérange aux États-Unis. Il dérange énormément. Le film est déjà sorti là-bas? Non, il n'est pas sorti, mais il a commencé à être vu par des journalistes. Il a été montré à la presse. Et moi, je pense qu'il va cartonner. Je pense que le film va être vraiment un succès là-bas. Et les journalistes. Et en France? En France aussi, je pense, parce que c'est une proposition de cinéma très forte. Ouais. Je pense que la presse va le soutenir massivement, et il va y avoir une grande curiosité du public. Alors ça va surtout que c'est présenté un peu comme un blockbuster, parce que tu vois, t'as vu la campagne d'affichage qu'il y a dans le métro, tout à fait. Ça, c'est pas un blockbuster. Non, c'est pas un blockbuster, mais c'est un peu présenté comme tel. Quoi. C'est quand même le plus gros budget d'A24, de la firme A24, avec 50 millions de dollars de budget en production. Ouais. Et donc c'est quand même un très gros budget pour A24, qui est quand même plutôt l'habitude de films plus modestes, quoi, les films de Robert Eggers et compagnie. Et donc, oui, je pense que le film va être un phénomène, Je pense que le film va être un phénomène commercial. Et alors, ça va pas être Star Wars, évidemment, mais je pense que le film va laisser une trace. D'abord, ça va être un succès public, et qui va énormément susciter beaucoup de réflexions, de commentaires, et qui va s'inscrire dans le temps. Très clairement. Ok. Mais moi, tu vois, c'est ça le truc, c'est que moi, quand je suis sorti de la projection, je me suis dit, bon, soit je suis passé à côté, soit j'ai mal compris. Mais moi, je pense que j'ai été plus frustré que toi. Voilà, tu vois, je veux dire, par rapport à la fin. Je sais pas ce que t'attendais, en fait. Peut-être. Rien. Enfin, en même temps, quand tu voyais la bande-annonce, tu t'attendais à un truc. Peut-être un petit peu plus, je sais pas, un peu plus justement dans la lignée de ce qu'on a pu voir de par le passé sur ce genre de film. Et c'est peut-être ça qui m'a les bandes annonces sont toujours un peu trompeuses. Moi, c'est vrai qu'il y a un ou deux passages dans le film qui abusent, je trouve, du procédé de nous passer une chanson un morceau de musique dans la bande son, qui aboutit à un effet un petit peu clipeux. Il y a beaucoup de ralentis dans le film, mais ça, c'est la patte d'Alex Garland. Il aime beaucoup les ralentis, et que je trouve il utilise à merveille dans ce film. Attention, moi, encore une fois, je me permettrai pas de dire quoi que ce soit sur la mise en scène, parce que je trouve qu'elle est assez brillante, quoi, de toute façon. Le plan, sauf la fin. Là, encore une fois, la fin, parce que en fait, là où je toque un peu, je tique un peu plutôt, pas je toque, j'ai tic-tac. C'est quand tu dis que ça ressemble un peu au Fils de l'homme. Le problème, c'est que c'est comme je rentre pas dans le film. Je vois tout de suite la mise en scène, et donc du coup ça me sort du film. Et donc pour moi, la fin, elle est brillante, mais pour moi elle est voilà, tu vois, c'est ça le truc. Moi, je suis pas un expert en mise en scène, mais je trouve quand même qu'elle est à la fois très claire, cette réalisation, avec des plans, avec des idées visuelles incroyables, cette vue en plongée sur cette petite mer de petite merde, ce petit fleuve de cadavres dans lequel tout d'un coup là tu vois sur cette scène justement où ils sont mis en joue où le groupe itinérant de journalistes tombe sur des suprémacistes qui sont dirigés par le personnage de Jesse Plemons, et la gamine, à un moment, tu la vois, il y a un plan en plongée où tu la vois au milieu de tous ces corps dans la fosse, c'est terrifiant. Ça, c'est une super scène, ça. C'est une super scène à plein d'égards. Voilà. Et il y a plusieurs plans assez chocs dans le film qui sont très bien vus, qui te plongent. Il y a la séquence dans la ville où, soi-disant, il se passe rien.
Ouais, tu vois, alors qu'en fait, il y a tous les snipers sur les toits. Quelle idée géniale. Ça, je t'avoue et aussi, tu vois, il te suffit de, voilà, la caméra monte. Ouais. Il suffit que la caméra monte. Il le dit, il dit, voilà. regarde les toits. Voilà. Et le regard monte vers les toits et tu vois les snipers sur les toits ou qui te montrent que, bon, bah non, la ville est pas si tranquille que ça. Mais in fine, après, quand tu y repenses, je trouve que ça fait un peu comme si c'était des tableaux imposés ou des passages obligés. Et bon, après, en même temps, tu peux pas faire autrement. C'est un road movie. Donc forcément, il y a des épisodes. Ouais. Voilà. Donc, mais bon, je sais pas. Après, il y a le discours aussi de comment elle regarde les corps se faire buter. Bon, le côté, en effet, elle est en retrait parce c'est une reporter émérite. Enfin, en tout cas, avec l'expérience. Donc, du coup, voilà. Je sais pas ce que la séquence de l'échange pas dans les couloirs, mais tu sais, une sorte. Je sais pas si c'est sur un campus ou sur une sorte de tu sais, à un moment, et en fait, ils suivent des comment on appelle ça, on va dire des rebelles, enfin, voilà, qui se font attaquer par peut-être les soldats du président. Même ça, tu vois, on a un peu du mal à ça. Ils filment, et puis donc du coup, c'est filmé là, en effet, au ralenti. Elle regarde un peu ça de loin, elle va photographier. Il y a l'autre il y a la petite jeune qui voit ça un peu de loin. Bon, tu vois la chorégraphie, tu la sens, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, avec le ralenti, moi, je t'avoue que j'étais pas dedans. Voilà. À aucun moment, moi, ça m'a dérangé, ce genre de parti pris. Et en plus, mais je le vois bien, en plus. Enfin, je veux dire, je vois bien la mise en scène. Enfin, quand je dis la mise en scène, la mise en place. Tu vois, je veux dire. Et je trouve que c'est même brillant. Voilà, je trouve que ça me manque. Moi, je trouve que la mise en scène, elle est percutante, elle a plein de sens. Mais je t'entends, pour tout ce que tu as dit, je trouve que t'es très convaincant. Tu as une évolution des personnages qui est vraiment qui est étonnante. Le personnage de Kirsten Dunst, elle n'est plus la même entre le début et la fin du film. C'est vrai qu'il y a une évolution. Il y a une véritable évolution. Même le personnage du doyen, du doyen qui est joué donc par Stephen McKinley Anderson, il fait un truc à un moment dans le film très héroïque que tu n'attends pas du tout de sa part dans cette scène d'action justement où il défonce les suprémacistes en les renversant avec la bagnole. Dans les dernières minutes du film, c'est finalement le personnage de Kirsten Dunst qui pète un câble, qui craque complètement, alors que moi je m'attendais à ce que ça soit plutôt Wagner Moura. Et puis la petite aussi, tu vois très bien qu'elle va devenir Kirsten Dunst. Bien sûr. Donc tout ça, c'est une transmission. Voilà, c'est une histoire de transmission. Donc pour moi, il y a vraiment plusieurs sous-intrigues qui se coordonnent assez harmonieusement dans ce film, au sein d'une mise en scène vraiment très. Tu le défends bien. On sent que tu as aimé. Ouais, j'ai aimé, puis je vous emmerde, moi, monsieur. Non, donc là, moi, je recommande vraiment d'aller voir ce film, et je te recommande de revoir le film. Je le reverrai. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci. Je vous en prie. Merci, monsieur Philippe Gedge, d'avoir été aussi enthousiaste et comment dire ça, d'avoir élevé le débat. Ouais, voilà, exactement, d'avoir défendu ce film qui certainement le mérite. Mais merci de m'avoir tendu le micro. Je t'en prie. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et peut-être qu'on remettra ça. Ouais, bien sûr, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va se rouler. Non. Allez, sur ce, nous fermons le banc. Au revoir, messieurs, dames. Ferme le banc.